Tous mon micro. Bonsoir à tous, bienvenue sur notre webinaire autour de l'espace. Je suis ravie de vous accueillir, je m'appelle Valentine Demaison pour ceux qui ne me connaissent pas encore. On attend Rolando qui va nous rejoindre. Bonsoir Jean-François, Vincent, François, très contente de vous retrouver ce soir sur cette belle thématique qu'est l'espace. Dans l'idée, on va passer à peu près une quarantaine de minutes ensemble à discuter avec Rolando de ce portefeuille espace. Et puis ensuite, on aura un moment pour échanger, répondre à vos questions, en tout cas prendre un petit peu le temps aussi de vous écouter là-dessus pour essayer de mieux appréhender cette thématique, ce produit, comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans sa stratégie. Donc voilà comment on va se lancer. Alors, je vais, pour pas qu'on prenne trop de retard, puis je vois que vous êtes déjà assez nombreux, je vais commencer quand même la presse, et puis je pense que Rolando va nous rejoindre en cours de présentation. Pour information, Rolando, donc il est gérant du fonds. On a beaucoup de chance d'être accompagné par lui ce soir, puisque c'est directement lui qui sélectionne les entreprises dans lesquelles il investit avec ce fonds, et il suit la thématique space depuis de longues années. Donc, il en parle très bien. Bon, il va nous rejoindre. Je commence sans lui. Je commence sans lui déjà pour vous parler un petit peu de pourquoi est-ce qu'on a décidé de sortir ce portefeuille. C'est vrai que nous, chez Mon Petit Placement, ben, vous le savez, on est entre nous, puisque c'est un webinaire qui est ouvert uniquement à nos clients ce soir. On a l'habitude de sortir des nouveaux portefeuilles. Les derniers en date, c'était le portefeuille défense en fin d'année dernière, un portefeuille luxe en début d'année 2026. Et là, voilà, il y a eu tout un faisceau d'indices qui nous a fait croire que la thématique spatiale, elle avait quand même un rôle à jouer. Et puis, en fait, vous l'avez quand même beaucoup demandé. Donc, la thématique spatiale, elle est aussi énormément remontée parmi vos attentes. Ce que le marché a confirmé, c'est que pour le coup, il y avait quand même une belle opportunité d'aller investir sur cette thématique. Aujourd'hui, le fonds qu'on vous présente, c'est le premier fonds européen qui est 100% dédié au spatial. Donc, il y avait une vraie opportunité pour nous d'être le premier sur cette thématique. Et enfin, ça, Rolando vous l'expliquer un peu plus en détail, mais on pense que ça y est, en 2026, l'espace n'est plus réservé qu'aux États ou aux grands acteurs institutionnels, et qu'il y a de plus en plus de sociétés dans lesquelles on peut investir nous-mêmes. J'ai vu que Rolando avait passé une petite tête, puis il est reparti aussi vite, et il a peut-être des petits sujets avec Livestorm. Vous inquiétez pas, il va nous rejoindre. Non, le Ouais. voilà. Oui, Bonsoir, Rolando. bonjour Valentine, je ne sais pas si vous m'entendez, vous me voyez. Pour moi, tout est bon. Bon, bah super, désolé, hein, j'ai eu un vrai souci avec mon PC, là, du coup, je suis sur mon téléphone, donc je vais essayer un moment de switcher entre les deux. Mais Ok. voilà, ravi en tout cas d'être avec vous et de pouvoir vous parler de notre grande conviction, l'économie spatiale et comment y investir. Eh ben, on est très heureux d'avoir ce petit moment avec toi. J'ai teasé un petit peu à quel point tu connaissais bien ce domaine, et comme tu aurais plein de belles histoires à nous raconter. Et puis, je m'étais lancée sur le mot d'introduction, à savoir pourquoi nous, on avait décidé d'ouvrir l'espace à nos clients avec ben, voilà, ce faisceau d'indices, à la fois une demande de nos clients, une opportunité de marché, et puis le fait que ça y est, l'espace n'est plus réservé aux États, donc on avait envie d'ouvrir ça aussi à notre communauté. C'est top. Le programme, donc en 3 parties pour tout le monde. On va d'abord se concentrer sur l'économie spatiale. Donc, c'est un peu ce qu'on vous dit, pourquoi maintenant, ce qui a changé en 20 ans, ce que vous utilisez peut-être même déjà sans le savoir. Une grosse partie, évidemment, sur le fonds IAM Space, comment Rolando sélectionne 42 sociétés, je crois, au jour où C'est on se ça, parle, ouais. sur 367 qui sont accessibles.
Et enfin, moi, je vous dirais comment plus concrètement, mais ce sera rapide, vous pouvez vous saisir de cette thématique dans votre contrat Mon Petit Placement à partir de 300 €, peu importe votre allocation. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat pendant le webinaire. Soit on y répond en live parce qu'on a un petit peu de temps, soit on les prendra à la fin. Et je vous confirme du coup qu'à partir du moment où vous vous êtes inscrit à ce webinaire, vous recevez automatiquement le replay à la fin de la session. Donc, si vous devez nous quitter en cours d'événement, pas de souci, vous aurez le replay juste après sur votre boîte mail. On est parti, Rolando? Allez, c'est parti, Valentine. Bon, bah, super. Donc voilà, la première partie, c'est déjà comprendre l'économie spatiale. Moi, pour le coup, c'était quelque chose qui m'était parfaitement inconnu avant que je rencontre Rolando. En tout cas, sauf à réfléchir, en effet, en regardant par la fenêtre aux fusées et aux satellites, j'en savais pas grand-chose. Et en fait, c'est quelque chose qui a beaucoup changé en 20 ans. Et je laisse du coup Rolando nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que cette économie spatiale. Ah, super, merci Valentine. Et je pense que tu n'es pas la seule. L'économie spatiale et ces thématiques d'investissement restent encore assez peu connues. Et d'ailleurs, bravo à Mon Petit Placement d'être assez pionnier dans cette thématique parce que c'est quelque chose qui mérite d'être connu. Déjà, il faut se dire que le spatial, c'est du concret. C'est un secteur d'activité économique comme plein d'autres. On peut pas parler d'agriculture, d'industrie, de santé avec les pharmaceutiques, des technologies. Et pour moi, il y a un secteur dans l'économie additionnelle qui est le spatial. Dans le spatial, il y a plein de choses. Déjà, il faut se dire que le spatial, c'est aujourd'hui un marché de plus de 400 milliards de dollars. Donc, c'est un marché qui est grand et c'est un marché qui a la chance d'avoir pu développer des vraies applications qu'on utilise aujourd'hui. Quand vous partez en vacances, le GPS, il est là pour vous aider. Il y a plein d'innovations, notamment puisqu'il y a beaucoup de recherches scientifiques qui se sont traduits par des utilisations concrètes. Moi, j'ai des enfants et à chaque fois que je leur prépare le biberon avec le lait en poudre, bah, merci au spatial parce que c'est grâce à cette exploration spatiale où on a envoyé des êtres humains en orbite, puis sur la Lune. On a développé toutes ces technologies. Le micro-ondes que vous utilisez probablement tous les matins, c'est le spatial qui l'a permis. Donc, je pense que moi, la manière dont je vois ces thématiques, c'est à la fois en moyen de pousser l'innovation scientifique, la recherche, qui derrière s'est traduit par des applications concrètes sur Terre, mais aussi de voir l'émergence dans tout nouveau secteur d'activité économique avec tout un écosystème d'entreprises qui participent à cette révolution. Tout à l'heure, dans la slide précédente, on parlait d'un univers d'investissement d'un peu plus de 300 sociétés. Aujourd'hui, c'est l'essentiel des boîtes qui œuvrent dans cette économie du spatial ou il y en a plus que ça et toi, volontairement, déjà, tu restreins un petit peu ton périmètre d'investissement? Sur ces 300 sociétés, on a plutôt voulu être assez exhaustif. L'idée étant de mapper un peu l'écosystème pour ensuite faire, ce qui est notre métier, c'est sélectionner les entreprises dans lesquelles investir. Donc, on est volontairement un peu élargi les scopes, le spectre des possibles, et à savoir aussi, c'est ça qui est intéressant, quand j'ai lancé en 2021, donc il y a bientôt 5 ans, jour pour jour, le premier fonds en Europe dédié à ces thématiques, on était sur une centaine de valeurs dans l'univers. Oui, donc en effet, ça s'accélère. Et moi, il y a toujours une question que je me pose par rapport à cette économie du spatial. Quel est le rôle des États là-dedans? Parce que c'est vrai qu'on sait qu'il y a des agences, il y a l'agence européenne, évidemment, il y a la NASA. Est-ce qu'ils laissent un peu la place justement à des sociétés privées ou au contraire, ils sont un peu vigilants à ce qu'ils gardent le contrôle? Ah, je crois qu'on a perdu Rolando. Qui nous avait prévenu qu'il allait essayer un changement de de setup pendant le webinaire. Bon, je laisse ma question pour plus tard, mais si vous en avez d'autres qui vous viennent, n'hésitez pas. Est-ce que il y a une question, que tu veux que je prenne pendant qu'on attend Rolando? Il y a quelqu'un qui demande à quelle assureur c'est aussi.
Eh ben, le portefeuille spatial, il est disponible chez nos 3 assureurs. Donc, que vous ayez un contrat chez Apicil, chez Generali ou auprès de la France Mutualiste, vous pouvez parfaitement y souscrire au sein de votre assurance vie existante, ce qui permet de faire une opération de versement libre, une opération d'arbitrage ou même une opération de versement mensuel si vous voulez le mettre de façon un petit peu plus régulière. Je prends les questions auxquelles je peux répondre, hein. J'ai vu la question d'Hugo, mais pour le coup, celle-là, je la laisse à Rolando. Il y a une question sur le challenge pour les nouveaux clients. Ok. Donc, en effet, il y a eu une opération marketing qui a été faite à l'externe sur ce portefeuille spatial, mais qui est vraiment une opération à vocation d'acquisition. Donc, l'idée, c'était de proposer un jeu concours à des personnes qui ne sont pas clientes de mon petit placement et qui, du coup, pourraient nous rejoindre pour monter à bord de notre vaisseau. En l'occurrence, les clients sont exclus de cette opération commerciale. Donc, pour cette fois, François, vous n'êtes pas concerné. Et ben sinon, je vais continuer. On reprendra Rolando quand il le peut. Si tu veux bien, passer à la partie sur MPP. Je passe à la partie sur MPP. Bon, du coup, ça va vous paraître très, très abrégé. Mais donc, en effet, moi, ce que je peux faire, en tout cas, ce que je peux vous renseigner, c'est si à l'issue de la présentation de Rolando, le portefeuille vous plaît. En effet, l'idée, c'est de vous parler des conditions d'accès. Donc, c'est un fonds qui est SRI 4/7. Donc, SRI, pour faire un petit peu de pédagogie comme on aime le faire, c'est une échelle qui évalue le niveau de risque du fonds. En général, un fonds qui est 1/7, c'est un fonds qui va être de l'ordre du monétaire ou presque même le fonds euro de votre contrat d'assurance vie. Un risque qui va être un fonds qui va être 7/7, c'est un fonds où vous pouvez perdre plus que ce que vous avez investi. Donc, c'est très rare. La plupart des fonds actions qu'on a dans nos portefeuilles Intrépide ou Tech, ce sont des fonds qui sont 4 ou 5 sur l'échelle de risque SRI. Donc là, avec le portefeuille spatial, on est à 4/7. C'est un fonds qui est relativement dynamique. En effet, on l'investit avec un objectif d'investissement de dynamisation de votre capital, d'aller chercher des performances assez élevées. Et donc, c'est plus à vous que je vais l'apprendre. Il faut savoir que quand on prend un portefeuille avec beaucoup de risques, le mieux, c'est d'avoir du temps devant soi. Et donc, nous, on recommande d'avoir un horizon d'investissement pour ce produit de 5 ans au minimum. Donc, je vais pouvoir comme ça répondre à la question de Marc exactement en même temps. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que nous, chez Mon Petit Placement, on a une offre cœur qui est composée du coup de 3 portefeuilles. Plan B, ambitieux, intrépide. Et on a constitué tout autour une offre, mais qu'on appelle une offre satellite, une offre thématique, dont fait partie le portefeuille spatial, dont fait partie le portefeuille santé, le portefeuille tech. Et donc, en effet, on a un catalogue thématique relativement profond. D'ailleurs, en totale transparence, comme on est entre nous, on se questionne nous-mêmes sur la diversification, enfin le nombre de thématiques différentes qu'on propose. Simplement, on impose une petite règle qui vous assure de ne pas confondre diversification et dispersion. C'est que cette gamme thématique, on la borne pour qu'elle représente jamais plus que 30% de votre contrat. Donc, si vous avez un contrat d'assurance vie avec 5 000 €, on va faire en sorte que vous n'ayez jamais plus que 30% de thématiques dans les 5 000 €, ce qui permet de nous assurer aussi que l'essentiel de votre épargne, elle est sur nos portefeuilles principaux qui, du coup, eux, concentrent un petit peu plus les investissements. Et Rolando est de retour avec nous. Valentine, est-ce que tu... Oui, C'est bon? Vous m'entendez? on t'entend bien. Écoute, Voilà. on Désolé, t'entend bien. pourtant je suis pas sur la Lune, donc je suis à Paris. On a eu quelques, Mais voilà. on a Et eu quelques petits jeux de mots dans le chat. voilà, super. Bon, bah, c'est tout bon, Houston, on n'a pas de problème. Merci, Kiki. Génial. On peut continuer. Désolé pour ça. Dis-moi où est-ce que tu veux qu'on Non, je reprenne. t'en prie. Bon, j'y reviendrai pour mon petit placement tout à l'heure un peu plus en vitesse. Donc, moi, j'en étais là sur Ouais. l'économie du spatial. Et la question que je te posais au moment où on t'a perdu, c'était sur l'intervention, ou presque même l'interventionnisme
des États et des institutions, dans le sens où qu'est-ce qui a changé en 20 ans pour qu'on ait de plus en plus de sociétés privées qui puissent aller sur ce type d'économie spatiale. Et est-ce que les États, même tu vois la NASA ou l'agence européenne, est-ce qu'elles mettent un peu des bâtons dans les roues pour vouloir garder le monopole de tout ça, ou finalement ils sont assez friendly et ils ouvrent bien les portes de l'économie spatiale? Écoute, c'est une très bonne question parce que ça explique un peu la genèse de cette thématique. Alors, vous le savez tous, hein, le spatial est né dans les années 60, contexte des guerres froides entre l'Union soviétique, les États-Unis, véritable course à l'espace. Impossible de se dire à l'époque, dans les années 60, qu'il allait avoir des satellites soviétiques au-dessus des têtes des Américains. Donc, il y a eu des vraies dépenses. En revanche, ces dépenses qui ont été assez importantes à l'époque, le spatial a quand même atteint jusqu'à 5% du PIB américain des années 60. Depuis, il a stagné. C'était en effet le domaine déjà du public, c'était lui qui investissait, c'était lui qui décidait chez qui investir. Cette économie spatiale, elle a stagné et il a eu une renaissance il y a une dizaine d'années, je dirais, avec ce que vous voyez dans cette slide, c'était la division par 10 du coût d'accès à l'espace. Donc, pendant longtemps, des années 60 jusqu'au début des années 2000, on était sur un coût d'accès à l'espace qui était très cher. On va penser autour des 30 000 $ par kilo de matière envoyée dans l'espace. Et arrive, du coup, cette société américaine qu'on connaît tous désormais, qui est SpaceX, et qui s'apprête dans un mois, on l'estime, de faire la plus grande introduction en bourse de l'histoire de l'humanité, une potentielle valorisation à 2 trilliards de dollars, c'est juste immense. Mais ils ont une idée de génie qui est de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas réutiliser la fusée? Aujourd'hui, tout le monde se dit, mais c'est logique. Mais à l'époque, c'était quelque chose qui était vu comme étant très risqué, ça allait coûter plus cher, finalement, ça servait à rien. Mais si on raisonne, si on prend l'exemple de l'avion, si on prend un Paris-New York, qui aujourd'hui va coûter, que sais-je, 500 000 euros peut-être avec le prix du pétrole qui explosait, et vous sortez de l'avion en arrivant à New York et votre avion, il explose, évidemment, votre coût de trajet ne va pas coûter 1 000 euros. Il coûtera 10 000, 50 000 probablement. Donc, c'est cette logique-là qui a permis de diviser les coûts de 30 000 à 3 000. Et ensuite, c'est ça un peu notre grande confiance pour cette année et les années d'après. On va encore diviser par 10 l'accès à l'espace. Et donc, comment ça s'est traduit? Donc, c'est la réponse à ta question, Valentine. Ça s'est traduit par les États qui ont vu un nouveau secteur spatial émerger, non plus poussé par les États, mais drivé par les sociétés privées, avec une logique d'efficience, une logique de rentabilité, une logique d'abaisser les coûts et surtout d'innover, de prendre des risques. Et c'est là où on voit que cette thématique qui a deux moteurs, le premier moteur, ça reste quand même cette dépense étatique, beaucoup aujourd'hui tournée vers la défense. On pourra en parler sur les passerelles entre la défense et le spatial. Mais vous avez plus de la moitié, 54% aujourd'hui du marché du spatial qui est impulsé par des sociétés privées dans la météorologie avancée, dans l'observation de la Terre, dans la télécommunication, dans la fabrication d'objets en microgravité. Il y a plein d'exemples, on pourra y revenir, mais ça montre un peu qu'aujourd'hui, les États voient cette émergence du secteur privé comme un allié pour pouvoir réduire les coûts et donc mieux accélérer finalement tous ces projets spatiaux qu'on voit émerger à l'heure actuelle. Et si on regarde un peu en termes de répartition géographique, tu dirais que c'est une économie spatiale qui est hyper concentrée sur certaines zones, ou pour le coup, on voit un mouvement mondial se diriger vers cette industrie? Ce qui est assez bluffant, c'est que il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer les sociétés cotées en bourse et comment elles sont réparties dans le monde. Aujourd'hui, clairement, ça se tourne vers les États-Unis. Nous-mêmes, sur notre produit, on a 75% qui est investi aux États-Unis. Après, il faut quand même se dire, c'est des sociétés internationales qui vendent plus ou moins partout dans le monde, surtout le monde occidental, puisqu'on rentre aussi sur des sujets de souveraineté et des technologies avancées. Hmm. Ensuite, il y a deux autres régions qui ont pas mal émergé ces derniers temps. Évidemment, il y a l'Europe, parce que l'Europe a une expertise dans le spatial historique avec Ariane Space, avec l'Agence spatiale européenne. On a tous Thomas Pesquet en tête. Donc là, l'Europe a des expertises à la fois sur les astronautes, sur les fusées, sur la fabrication des satellites. On a des leaders en France comme Thales Alenia,
comme Airbus sur les satellites géostationnaires, en Allemagne avec OHB, par exemple, en France sur la télécommunication avec Eutelsat qui a racheté le britannique OneWeb. Donc l'Europe est quand même typiquement par rapport à une autre thématique sur laquelle je suis assez impliqué, qui est celle de l'intelligence artificielle. L'Europe, dans l'IA, est plus en retard, alors que dans le spatial, elle se défend pas mal. Et le dernier pays que je mettrai en avant, c'est le Japon. Le Japon, très, très en avance sur le spatial. Aujourd'hui, ils ont des lanceurs, donc des fusées qui sont très performantes. Ils sont encore un peu chers parce qu'ils n'ont pas maîtrisé la réutilisation. Mais en tout cas, c'est un pays dans lequel on retrouve de plus en plus de sociétés, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 10% qui est déjà investi dans ce pays, au Japon. Hmm. Ok, bah écoute, très clair, merci beaucoup. On finit sur l'économie spatiale avant de rentrer un petit peu plus dans le détail du fonds et donc en particulier la présentation de la stratégie du fonds par Rolando. Voilà, c'est quelques éléments en plus pour bien illustrer comme nous on aime le dire que l'espace en 2026 c'est plus simplement du buzz. Il n'est plus question de savoir que Katy Perry a été envoyée en orbite ou qu'on a lancé une Tesla dans le vide ou que les prochains milliardaires prévoient leur voyage de l'année prochaine. On est vraiment sur quelque chose qui va offrir des utilités concrètes avec une croissance économique, plein de secteurs qui vont être représentés et même finalement l'environnement qui rentre en ligne de compte dans cette économie spatiale puisque on a sorti ce chiffre de 26 sur 50 qui sont en fait le nombre d'indicateurs climatiques clés de l'ONU qui ne pourraient être mesurés que depuis l'espace. Donc finalement, il y a aussi l'espace comme un aidant ou en tout cas quelque chose, une économie qui peut nous permettre de prendre du recul, c'est le cas de le dire, sur notre planète et sur comment est-ce qu'elle évolue ces dernières décennies. Quelques signaux aussi qui nous ont fait bien penser qu'il était temps de s'intéresser de plus près à l'économie spatiale. C'est évidemment Artemis 2, dont vous avez beaucoup entendu parler, je pense. Une augmentation du budget de l'Agence européenne spatiale de plus de 32%, donc on est à 22 milliards. Le jour de la sortie de notre portefeuille, on avait aussi l'annonce par le président Macron d'un sommet international de l'espace qui aura lieu au mois de septembre. Et globalement, c'est ce que disait Rolando tout à l'heure, un marché qui aujourd'hui s'attend à doubler sur les 10 prochaines années. Donc, on espère en effet qu'il y aura plein de belles pépites à aller capter sur ce marché. Si ça vous va, on passe sur le fonds IAM Space. Donc là, je te laisse plus la main, Rolando, peut-être pour nous décrire ce fonds. Comment est-ce que vous l'avez pensé? Comment est-ce que tu travailles dessus tous les jours? Et qu'est-ce qu'on peut en attendre en tant qu'investisseur? Avec plaisir, merci Valentine. Alors c'est vrai que chez Itavera Asset Management et en particulier sur notre fonds IAM Space, ce qu'on a voulu faire, c'est investir dans l'écosystème. Comme on l'a vu, on a parlé des satellites, on a parlé des fusées, et c'est vrai que c'est un peu les images que nous avons quand on pense au spatial. En revanche, il y a tout un écosystème qui existe, et c'est la force, je pense, de la diversification, parce que vous le savez, à la fin du jour, on est sur des produits, des placements, des produits d'investissement, et je pense qu'il y a une seule martingale en bourse, c'est la diversification. Et donc, nous, on a retenu cette leçon et on s'est dit, on va investir dans un écosystème. Donc, évidemment, vous allez retrouver dans les stratégies des activités que nous, on appelait qui ont lieu depuis l'espace. Donc là, on va penser à l'observation de la Terre. Ce sont des satellites ultra performants qui vont prendre des images de notre planète, comme le disait Valentine, pour comprendre le changement climatique. C'est grâce à ces satellites qu'on peut le mesurer, qu'on peut l'observer pour lutter contre la déforestation illégale. Aujourd'hui, on ne peut plus se cacher. On a ces satellites au-dessus de nos têtes qui prennent des images très précises. Ça arrive aussi avec la pêche illégale et plein d'autres sujets dans lesquels ces technologies-là sont des alliés. On va parler des fabrications en microgravité. On va dépasser la science-fiction parce qu'aujourd'hui, à les stations spatiales internationales, on fabrique déjà en petit volume des objets, des médicaments, on imprime en 3D des organes humains parce que le fait d'être un apaisanteur nous permet justement de faire des avancées en fabrication qu'on ne peut pas faire sur Terre, où on a la gravité et on ne peut pas l'extraire. Donc ça, c'est une vraie partie importante du portefeuille.
évidemment, c'est à laquelle vous souhaitez être exposé dans ce type de fonds. Ensuite, on a cette catégorie que nous, on appelle entre la Terre et l'espace. On appelait plus un peu ce moyen d'interfacer entre les deux. Comment on va dans l'espace? Là, évidemment, on rentre dans le sujet des fusées, des lanceurs, mais aussi comment on communique depuis l'espace vers la Terre. Et aujourd'hui, on est vraiment sur l'actualité parce que vous avez l'émergence des data centers dans l'espace qui commence à être une vraie thématique au sein de la thématique. Donc, nous, on a déjà prévu en quelque sorte la case avec ce qu'on appelle les activités qui ont lieu entre la Terre et l'espace. Et vous avez en dessous quelques exemples d'entreprises. Mais ce qui est, je pense, assez intéressant, c'est de pouvoir aller justement sur d'autres types d'acteurs. Qu'est-ce qui se passe sur Terre? Qui sont ces entreprises qui achètent ces technologies spatiales, géopositionnement avancé? Typiquement, aujourd'hui, quand vous êtes sur votre téléphone, sur Waze, sur Google Maps, vous avez une précision de 1 mètre. La voiture, elle est estimée à 1 mètre près. Ça marche très bien si vous êtes en voiture. Ça marche moins bien si vous voulez faire de l'agriculture de précision. Pour ça, il faut acheter du géopositionnement avancé à des sociétés privées qui vont fournir un géopositionnement qui est au centimètre près. Donc, John Deere, qu'on connaît tous par tous les camions, les tracteurs qu'ils vendent pour le secteur de l'agriculture, intègre ces technologies. Donc, on voit aussi comment les sociétés sur Terre peuvent bénéficier des technologies spatiales pour gagner en compétitivité. Et pour nous, c'est des investissements qu'il y a derrière. Et le dernier point, ce sont ces technologies transverses parce que le spatial a besoin d'intelligence artificielle, a besoin de cybersécurité, a besoin d'impression 3D, par exemple. Et donc, c'est aussi sur ces types de sociétés qui soutiennent le reste qu'on va investir, d'où le fait qu'on a une diversification qui est importante dans les stratégies. Hmm. Je vois qu'il y a une question peut-être de Benoît, on peut la prendre tout de suite. Après un rapide calcul sur la répartition des fonds, il y a très peu routé vers la France ou l'Europe, malgré quelques champions. Est-ce parce que la rentabilité n'est pas là ou est-ce qu'on a en manque de confiance à long terme sur la zone? Alors, je dirais c'est plutôt le fait que nous, comme on gère des actions qui sont cotées en bourse, parfois il y a des phénomènes où ça monte très vite, très fort. Et donc, c'était le cas sur ce qu'on appelle la défense européenne. Parce que c'est plutôt, je pense, ces sociétés-là qui ont peut-être monté un peu trop fort, je pense évidemment à Airbus, Thales, où nous, on a plutôt eu tendance à prendre nos bénéfices, quitte à retourner par la suite. Donc, c'est pas du tout comme c'était évoqué dans la question de la part de Benoît, une absence de confiance. Je pense que c'est des super valeurs qui vont continuer à faire un chemin qui est plutôt bon. Sauf que nous, en tant que produit d'investissement et qui plus est des gestions d'actifs, on est obligé aussi d'être agile et se dire là, peut-être, c'est monté un peu vite, on va vendre pour réallouer derrière et ensuite réarbitrer. Donc voilà, il n'y a pas de signal, je dirais, un peu négatif vis-à-vis de la France ou de l'Europe, sauf c'est juste à court terme et aussi dans un contexte de potentiel traité de paix en Ukraine. Ce secteur-là, donc les spatiales et la défense, qui sont en Europe un peu plus mélangés qu'ailleurs, nous ont fait un peu prendre nos bénéfices. Mais ne soyez pas surpris si dans quelques mois, vous voyez l'Europe à 10, 15, 20% du portefeuille. Ça a été le cas dans le passé, ça pourra l'être aussi dans le futur. C'est vrai que c'est aussi la force de la gestion active. C'est pour ça que on sélectionne des gérants qui ont des convictions et qui suivent les marchés de façon un petit peu plus tactique peut-être que juste nous qui identifions une thématique et qui nous laissons porter. Donc évidemment, ce portefeuille, il a vocation à bouger, à s'adapter à ce qui se passe en termes de flux financiers. Et du coup, peut-être justement qu'on peut s'arrêter sur cette slide qui est la stratégie d'investissement en général, en tout cas le processus. Comment est-ce que on arrive à avoir ces 42 convictions dans le portefeuille à l'heure où on se parle et d'où ça vient? En effet, c'est un très bon point parce que ce qui est important et difficile, hein, c'est avoir du choix. Avoir du choix, c'est important parce que nous, à la fin du jour, on veut trouver des belles entreprises, des belles idées, des convictions. En revanche, plus on a du choix, plus il faut être exigeant. Donc, on a créé un process qui fonctionne depuis plusieurs années parce que c'est également le même que j'ai déployé dès 2018 sur l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est vrai, c'était notre force, c'était d'anticiper les méga tendances, d'écrire des process d'investissement et avoir des produits d'investissement qui sont associés. Et donc, sur les spatiales, on a, comme on le disait tout à l'heure, peuplé un univers des sociétés qui continuent de grandir tous les jours, parce qu'il y a des introductions en bourse, parce qu'il y a des sociétés qui rejoignent la thématique spatiale. Ensuite, c'est faire de l'analyse
moi j'appelle fondamental. Qu'est-ce qu'il y a dans le fondamental? Il va y avoir évidemment le financier, le chiffre d'affaires, la rentabilité, le bilan des sociétés. Il y a également toute la partie extra-financière, les questions sur la gouvernance, sur les enjeux sur l'environnement, sur le social. Donc, nous, on va scorer, on va analyser, on va créer des ratings sur ces sociétés-là. Et enfin, on va arriver sur la dernière partie. Donc, une fois qu'on a validé et la thématique et les fondamentaux de la société, on va arriver sur la sélection des valeurs. Donc là, on rentre sur la toute dernière étape qui est plus sur celle de la valorisation des sociétés, parce que c'est celle-là qui est très discriminante. On peut avoir des sociétés très belles dans la thématique, des sociétés qui sont très belles sur les fondamentaux, mais trop chères. Et donc ça, nous, on n'y va pas, c'est risqué, on préfère valider sur celles où il y a du jus, où il y a du potentiel. Donc c'est vraiment tout ce filtrage, ce travail de A à Z que nous et toute l'équipe faisons jour et nuit sur ces entreprises-là, qui nous permet donc d'arriver sur le portefeuille que nous gérons. Super. Si on prend quelques exemples peut-être de sociétés, concrètement, tu en as sélectionné 3 pour nous ce soir, 3 dont tu voulais nous parler. Qui sont-elles ces entreprises? On a voulu montrer un peu quelques exemples d'activités différentes pour que vous ayez, je pense, un peu plus de concret. Donc la première, c'est notre première conviction en portefeuille, c'est Rocket Lab, c'est en petit SpaceX. Alors c'est très différent. Moi, j'aime pas généralement essayer, c'est le mini SpaceX. C'est pas pour ça qu'on l'a acheté. En revanche, Rocket Lab, qu'est-ce que ça fait? Déjà, ça fait des fusées qui permettent d'aller dans l'espace. Business model super différent des SpaceX parce que SpaceX, c'est un peu comme prendre le métro quand on va dans l'espace. Ça nous amène d'une destination A à une destination B pour un prix qui n'est pas très élevé. En revanche, ensuite, il faut, entre guillemets, qu'on se débrouille pour aller à l'orbite finale où on veut aller. En revanche, Rocket Lab, c'est un peu comme prendre le taxi. Ça nous amène exactement à l'endroit dans l'espace où on veut aller. Donc, c'est la différence. Rocket Lab est en train de créer une nouvelle fusée réutilisable qui va être sensationnelle, qui sort l'année prochaine. Et donc, c'est un peu cet exemple de business model qui permet d'accéder à l'espace. Donc ça, c'est Rocket Lab, c'est ce qu'on appelle la catégorie entre la Terre et l'espace. Ensuite, il y a une autre, non pas pour accéder dans l'espace, mais pour communiquer. Parce que vous le savez aujourd'hui, et je pense qu'on a tous en tête cette image des téléphones satellites, des téléphones satellites avec une énorme antenne, avec une énorme batterie, ça n'existera plus. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'avoir une énorme batterie et une énorme antenne qui permettait de connecter à des satellites qui étaient très très loin dans l'espace, plus de 35 000 km au-dessus de nous, on a créé désormais des satellites qui sont beaucoup plus proches, donc de l'ordre des 400-500 km au-dessus de la Terre, mais qui, eux, vont nous permettre de communiquer directement avec nos téléphones. Donc, ça veut dire concrètement que quand vous serez en vacances très très loin, où il n'y aura pas de connexion téléphone par antenne, donc il n'y aura plus la 4G, la 5G, vous pourrez vous connecter directement à ces satellites en orbite pour avoir la 5G à nouveau. Donc ça, c'est la société AST Space Mobile qui, pour l'anecdote, aujourd'hui opère le plus grand satellite commercial en orbite basse terrestre. C'était une prouesse technologique massive et c'est un satellite qui est immense et c'est justement pour ça qu'on peut le connecter directement à un téléphone. Et bientôt, du coup, Orange, typiquement, étant des partenaires pour la France et ces sociétés-là, d'ici la fin de l'année, voire début d'année prochaine, vous pourrez accéder à ce service. Donc, prochaines vacances où, à un moment donné, vous n'aurez plus Internet, vous recevrez sans doute un message de Orange AST Space Mobile pour acheter, que sais-je, 24 heures des connexions 5G satellite, typiquement. Et le dernier exemple, c'était Planet Lab, où là, on est sur cette logique d'observer la Terre depuis l'espace. Donc, sur Planet Lab, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est la société qui a le plus de satellites en orbite dans l'observation de la Terre, plus de 200, c'est une véritable constellation. Et ces satellites prennent des images qui sont extrêmement précises de notre Terre, totalement utilisées par le secteur de l'agriculture, par le secteur de l'assurance, aussi utilisées par la défense. Aujourd'hui, dans le conflit en Iran, c'est grâce à ces images-là qu'on arrive à voir s'il y a des bateaux qui vont circuler, comment évolue le conflit. Donc, c'est une société qui prend plus de 3 millions de photos de la Terre tous les jours et c'est grâce à l'intelligence artificielle qu'ils traduisent ces images en action pour leurs clients.
J'ai une petite question qui est arrivée autour justement de ces satellites, tout ce qu'on envoie dans l'espace. C'est celle de JB qui nous demande si ça pourrait être un frein à l'avenir d'avoir une sorte d'encombrement de tous ces satellites en orbite. Alors, il faut déjà, alors, j'y vais, c'est une très bonne question parce que c'est un vrai sujet. Mais il faut en même temps, pour tempérer un tout petit peu, c'est dire qu'il y a de l'espace dans l'espace. Aujourd'hui, l'orbite qui est la plus, on va dire, utilisée, c'est l'orbite basse terrestre qui va aller des 500 km, donc c'est plus ou moins les stations spatiales internationales, jusqu'à 2500, 3000 km. Donc si on prend 5000, 3000, vous avez 2500 km d'espace fois le diamètre fois pi. Donc c'est quand même beaucoup d'espace. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des dangers. Aujourd'hui, il y a des débris spatiaux, qui se comptent en milliers, voire en millions si on prend des tout petits débris spatiaux, qui sont risqués. Parce que vu que chaque débris spatial, comme un satellite d'ailleurs qui tourne autour de la Terre, vole à 35 000 km/h, c'est vrai que ça peut avoir des effets très dévastateurs. Donc, il y a deux choses à retenir là-dessus. Le premier, c'est que désormais, tout satellite qui va dans l'espace, c'est une obligation, doit avoir des méthodes pour retourner sur Terre et se détruire en retournant dans l'atmosphère. Ce qu'on veut plus, c'est laisser justement des satellites qui vont rester en orbite et être en danger pour d'autres satellites futurs. Donc ça, c'est une première régulation qui s'est mise en place. Et la deuxième, c'est dire on va peut-être nettoyer l'espace. Donc, il y a des sociétés, dont une qu'on a en portefeuille qui s'appelle Astroscale, qui justement envoie des satellites, récupère tous ces débris, les envoie ensuite vers la Terre pour qu'ils se désintègrent dans l'atmosphère. Et l'idée qui va suivre, et c'est là où on pense qu'il y a une vraie opportunité, c'est le recyclage dans l'espace. Parce que tous ces bouts de métal, des panneaux solaires et d'autres, même des satellites entiers qui ne fonctionnent plus parce qu'il faut tout simplement remettre de l'essence, et c'est littéralement ça, c'est remettre du combustible pour qu'il fonctionne à nouveau, bah, ça, c'est quelque chose qu'on va développer. C'est techniquement très complexe, mais Astroscale, en Italie, il y a une société qui s'appelle D-Orbit qui le fait. Donc voilà, on rentre sur plein d'applications distinctes. Donc c'est une très bonne question, JB. Merci pour l'avoir posée parce que ça montre vraiment tous les enjeux, mais aussi les solutions qu'il y a autour de ces thématiques. Et est-ce que la remarque de Hugo porte sur l'obligation internationale d'avoir cette désorbitation? Ça vaut aussi aux US ou pas encore? Oui, l'idée, alors, on est surtout, alors oui, les boîtes, les sociétés américaines comme Planet, que AFT, dans lesquelles on investit, le font. Aussi parce que c'est ça qui est intéressant de ce secteur, il faut se dire, c'est ça, le spatial, c'est un secteur qui était, il y a longtemps, maintenant ça évolue, mais qui est né, qui était très petit, les gens se connaissent, ils ont très vite pris les devants. Et ça, je trouve qu'il y a un côté d'autoresponsabilité où le secteur sait que pour percer, pour lever des capitaux, pour attirer des investisseurs, il faut qu'ils soient responsables. Donc, ce n'est pas nécessairement la régulation qui leur impose, mais c'est les pratiques du secteur. Parce que quand je suis société qui va utiliser les services des planètes et d'autres, mais non, ça fait partie des questions auxquelles ils font face. Donc moi, ce que j'adore, c'est que ce n'est pas la régulation qui les oblige à faire, c'est eux qui sont responsables et consciencieux. Donc, alors nous, on va vérifier ça aussi. D'ailleurs, quand on investit sur ces sociétés, on va visiter sur place. Planète, ils sont, c'est très drôle, en plein milieu, plein centre-ville de San Francisco, ils ont leur usine dans laquelle ils fabriquent leurs satellites. Rocket Lab, ils sont à Long Beach, à Los Angeles. On est allé voir les fusées, discuter avec les équipes et voir comment ils mettent en place plein de choses. Donc ça, je trouve, c'est très rassurant. Alors évidemment, il y a des, entre guillemets, mauvais acteurs. Malheureusement, c'est un peu plus du côté de la Russie, de la Chine, où il n'y a pas encore assez d'avancées là-dedans. Ça, clairement, c'est un sujet sur lequel ces sociétés-là doivent faire encore des efforts. Inde, Japon, en revanche, ils sont assez avancés là, sur ces sujets-là aussi. Bon, bah, tu cibles directement les mauvais élèves. Si je reviens à des considérations un petit peu plus pragmatiques pour nos clients, j'aimerais que tu nous parles de la performance de ce fonds, de ta stratégie et du coup de IM Space depuis le lancement. Alors, chez Itavera, du coup, on a lancé cette stratégie, entre guillemets, à nouveau, parce que j'ai changé de société de gestion entre-temps pour créer ma société de gestion qui est Itavera Asset Management. Et notre fonds Espace est né le 14 janvier 2025. Donc, ça fait un peu plus d'un an, 1 an et demi que le fonds existe. Le démarrage était très bon, parce que comme vous pouvez le voir ici, on a fait de la surperformance, donc c'est une performance supérieure à un indice action international.
L'idée pour nous, c'est vous dire, aujourd'hui, vous avez des capitaux à placer en bourse. Soit vous prenez du MSCI World, ou ici, c'est le All Countries World, donc ça intègre les pays émergents et développés. Donc ça, c'est une option. Soit vous prenez le pari que nous avons fait de croire dans la thématique spatiale et aller chercher justement cette grande méga tendance, ces nouvelles histoires. Ça a payé. C'est une thématique qui connaît de la volatilité. Donc nous, ce qu'on conseille justement, c'est investir et c'est donner un horizon sur 3, 5, 7 ans, parce que je pense que c'est une thématique qui va continuer à être très démonstrative. Donc voilà, le démarrage était très bon et c'est tout le travail qu'on opère, c'est continuer à assurer des belles performances pour nos investisseurs. Ben, à ce propos, il y avait une question de Mathieu un petit peu plus haute qu'on peut prendre ici. Lui, il te demandait si justement l'arrivée de SpaceX en bourse, ça pourrait avoir un effet sur les flux vers le secteur spatial via des nouveaux fonds ou des ETF et donc une belle performance à venir. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça fait partie de notre hypothèse. Nous, c'est vrai qu'on a beaucoup marketé le fait que 2026 était l'année du spatial. Et je pense que, mais ce n'est pas le seul, des catalystes, on appelle ça des catalystes en bourse, donc des éléments favorables, c'est l'IPO de SpaceX. Comme on le disait en introduction, c'est la plus grande IPO dans l'histoire de l'humanité. Jamais une société est arrivée avec cette taille-là et aura levé, on l'espère, il faut encore qu'ils le fassent d'ici quelques semaines, autant d'argent pour financer leur croissance future. Donc, en effet, il y a trois effets bénéfiques. Le premier, c'est que ça met tout de suite un coup des projecteurs sur la thématique. Aujourd'hui, les investisseurs, du coup, commencent à regarder, tiens, qu'est-ce qu'il y a en plus de SpaceX? Quels sont les autres acteurs du secteur? On est sur des plus petites sociétés qui sont moins connues, deviennent plus connues aujourd'hui. Donc ça, c'est un très bon élément, ça mène de la visibilité à la thématique. Le deuxième, c'est clairement les flux. On commence à avoir on va dire aussi des investissements qui arrivent sur ces sociétés-là. Le marché, ça porte bien son nom, c'est un marché. Plus il y a des acheteurs par rapport aux vendeurs, les cours montent, donc ça aide aussi à la performance. Et le dernier point, c'est peut-être plus technique, mais c'est la valorisation. Et SpaceX arrive avec une valorisation qui est très élevée. Alors, c'est un actif qui est rare, donc comme l'or, ça vaut un prix qui est élevé, mais ça permet aussi de relativiser la valorisation d'autres acteurs qu'on peut avoir en portefeuille. Donc, je pense qu'il y a un effet triplement bénéfique et c'est une IPO qui va être, je pense, un vrai événement de marché et surtout qui, un peu comme en 2022, l'a été pour l'intelligence artificielle, la sortie des ChatGPT qui a, je pense, propulsé la thématique des l'IA sur le devant de la scène. Pour moi, ça sera l'IPO de SpaceX, on l'espère en juin de cette année. Super. Si je résume un petit peu, donc on est sur une économie qui est en devenir, c'est une certitude, avec une performance sur votre première année qui est très bonne, quelques illustrations. Une nouvelle fois, on voulait profiter de cette slide pour parler de la gestion active. Bon, Mathieu en parlait à l'instant aussi. C'est vrai qu'il peut y avoir des ETF thématiques qui viennent se mettre sur la thématique par rapport du gain et grâce à l'exposition médiatique qu'il y aura suite à l'IPO de SpaceX. En quoi c'est important d'avoir quelqu'un aux manettes, un gérant et en tout cas, est-ce que sur ce type d'investissement, la gestion active a quand même des belles choses encore à fournir? Oui, clairement, on va être assez aligné avec ce constat, Valentine. L'investissement sur ce type des thématiques nécessite de l'expertise. Et je pense que c'est là où nous, on apporte notre valeur ajoutée, c'est le fait qu'on est pionnier dans la thématique en Europe. On était les premiers à lancer un fonds dédié à ces secteurs cotés en bourse. Depuis 2021, ça fait plusieurs années que justement, on rencontre les entreprises, on suit l'évolution de la thématique, on l'anticipe et on se positionne en amont. Donc, comme c'est évoqué dans les slides, ce n'est pas libre de risque. Il y a des risques au sein de la thématique, il y a des risques aussi sur plein des sujets, d'où le fait aussi d'être sur la gestion active, justement, pour parfois garder un peu la tête froide, réinvestir sur les sociétés qui ont peut-être plus baissé que ce qu'ils n'auraient dû, parce que parfois le marché s'en bat, là, le marché, on l'imagine comme une troisième personne, mais c'est vrai que parfois il est un peu bipolaire, il passe de la dépression totale à l'euphorie. Et donc, c'est là où il y a aussi l'opportunité pour les gérants comme nous. On disait tout à l'heure, nous, on a des modèles de valorisation, on s'attache à que lorsqu'on a épuisé le potentiel d'une société, ben, on vend
on prend les bénéfices et on les réalloue ailleurs. Et ça, c'est très important. Et donc, je pense, tout ce travail qui est fait par une équipe qui fait ça depuis plusieurs années, les premiers en Europe, et qui suit les sociétés au quotidien en temps réel, qui vous donne, vous aussi, à tous les clients de mon petit placement, le côté plus rassurant d'essayer que cet argent est géré de manière active, de manière avec une veille permanente. C'est toute la différence avec la gestion passive qui, elle va suivre sans discrimination, sans filtre de valorisation, sans filtre extra-financier, une thématique ou un marché donné. Ce qui fait le lien parfait avec la question d'Élodie que je prends parce que peut-être qu'elle n'est pas la seule à se poser la question. Quand on fait de la gestion active, ça veut dire qu'on va avoir une activité de sélection que n'aurait pas une gestion passive. Donc, gestion passive, le gros mot derrière, c'est ETF ou tracker. Donc, quand on est en gestion passive, quand on investit dans des ETF ou dans des trackers, en fait, on ne choisit pas sur quoi on investit, on sélectionne un marché, une thématique ou un secteur et on investit dessus. Par contre, on ne va pas mettre plus ou moins d'argent au poids du corps sur certaines sociétés. La gestion active, c'est tout l'inverse. C'est ce que nous décrit Rolando. Ça consiste à se dire, OK, ben, dans l'univers d'investissement, si je veux investir dans l'économie spatiale, voilà toutes les sociétés qui existent et comment, avec un process d'investissement qu'il nous a décrit sur cette slide, finalement, on ne va pas investir dans chacune de ces sociétés. On va en choisir 42. Ce sera nos convictions, en tout cas celles du gérant, et on va les suivre dans la durée et justement à la fois les sélectionner au début, mais surtout regarder comment elles vivent dans le temps, ces sociétés, et éventuellement faire des achats, des ventes, donc avoir quelque chose d'un petit peu plus actif, c'est le cas de le dire, qu'un tracker qui sera vraiment hyper passif. J'achète la thématique spatiale et je passe à autre chose, quoi. J'ai une petite question encore sur le fond, Rolando, et ensuite je passerai sur la dernière partie, mais qui va aller vite parce que je l'ai fait tout à l'heure quand il t'a absenté quelques minutes. C'est la question de Mathieu au sujet du risque de change. C'est vrai que du coup, s'il y a pas mal de sociétés qui vont être investies en dollars ou peut-être même en yens, comment est-ce que le fonds nous couvre de ce risque de change, ou d'ailleurs, est-ce qu'il nous couvre? Oui, bien sûr. En effet, nous, on est labellisé en euros, donc le fonds, tous les jours, il va transformer la valeur de ses actifs en dehors de l'euro en euros. Donc, on a du dollar, on a du yen, on a du franc suisse, ainsi de suite. Donc, on est exposé en risque de change. Alors déjà, il faut se rassurer parce que le risque de change, historiquement, nous, on a du recul sur plus de 10 ans, c'est très faible. Ça apporte une année, ça coûte une année. Si vous êtes investi sur 5 ans, généralement, c'est pas ça qui va faire la différence. Déjà, je rassure là-dessus. En revanche, nous, c'est qu'on fait aussi, parfois, on peut être un peu opportuniste là-dessus. Je vous donne un exemple concret. Pendant la crise en Iran, qui continue, mais pour le marché, il est passé à autre chose. On a eu le dollar qui s'est fortement apprécié. Donc ça, c'était super pour nous parce que nos actifs, donc on a dit 3/4 sont en dollars, et leur valeur a augmenté alors même que les actions ont baissé. Donc ça nous a un peu aidé à amortir la baisse. En revanche, l'effet ricochet était palpable où résolution de cette crise allait faire que le dollar perde de la valeur. Donc nous, on s'est un peu couvert, pas à 100%, mais on a mis quelques couvertures qui nous ont permis de pas rendre tout ce que cette appréciation du dollar nous avait donné. Donc, il n'y a pas de couverture, pour répondre à la question de Mathieu, qui est systématique. De manière générale, sur long terme, ce n'est pas ça qui va faire la performance ni la consommer. En revanche, nous, on peut de manière tactique, comme on l'a fait pendant l'épisode en Iran, mettre en place des solutions qui aujourd'hui sont encore en cours. Donc, ça peut aussi aider à des moments. Ça, pareil, ça revient au point que Valentine évoquait tout à l'heure, c'est la gestion active qui le permet. Ok, super clair. Merci beaucoup, Rolando. Bon, du coup, moi, je reprends la main très rapidement sur ces slides qu'on a déjà parcourus ensemble. Donc, je vais faire vite. Comment investir sur ce portefeuille spatial via mon petit placement? Rien de plus simple. Vous êtes déjà client, donc vous avez déjà accès à votre espace personnel à partir duquel vous pouvez réaliser des opérations. Les opérations qui vont vous permettre d'investir sur le portefeuille, je vous disais, c'est soit inversement complémentaire, soit
un arbitrage. Donc, si vous voulez déplacer, par exemple, vous aviez un petit peu de tech, vous aimeriez remplacer ce portefeuille tech par le portefeuille spatial, c'est possible. Soit encore l'intégrer à votre versement mensuel. Donc, c'est Christopher qui en parlait dans le chat. L'avantage, c'est de pouvoir investir régulièrement. Si vous l'intégrez dans votre portefeuille mensuel, dans votre versement mensuel, tous les mois, vous allez investir quelques euros sur cette thématique et donc lisser votre point d'entrée. Je vous disais, on est à 4 sur 7. Horizon d'investissement, 5 ans, c'est pas mal. C'est disponible en assurance vie à partir de 300 euros si vous faites un versement libre ponctuel, enfin one shot. Et si vous l'intégrez dans votre versement programmé, vous pouvez mettre moins que 300 euros sur cette thématique par mois. Ça va se noyer dans votre versement mensuel. Et donc, je réinsiste une dernière fois là-dessus. On est sur un portefeuille que nous, on considère comme étant thématique. Donc, la règle d'or, c'est que on n'excède pas forcément 20% de son contrat d'assurance vie sur cette thématique pour que si jamais la thématique connaît quelques difficultés, ça n'emporte pas toute votre performance vers le bas. Donc, le mot juste, c'est satellite. Cette poche spatiale, elle est vraiment là pour venir nuancer un petit peu votre allocation. Mais surtout, elle ne doit pas être le cœur de votre stratégie parce que on pense qu'il y a une diversification à travers 42 convictions de Rolando, mais on reste quand même très exposé à cette thématique spatiale. Donc, le mieux, c'est de venir intégrer la thématique par petites touches. Je pense que je ne vais pas passer plus de temps là-dessus parce qu'on en a déjà un petit peu parlé. On a encore si tu as encore 4-5 minutes, Rolando, on prend quelques Avec questions. plaisir. Il y en a eu qui sont tombés pendant qu'on discutait. Et puis, évidemment, je rappelle à tous nos clients que votre conseiller multiplacement est disponible. Le chat également dès ce soir si vous avez envie de rebondir sur la présentation. Et autrement, quelques questions qu'on avait vues passer avec Solène et qu'on n'a pas pu prendre pour Rolando en particulier. Il y avait une question sur le European Space Act. Est-ce que tu peux nous dire un mot de ça? Est-ce que c'est une opportunité de replacer l'Europe comme un gros pôle de cette économie spatiale ou au contraire, c'est de la surréglementation qui va venir freiner un petit peu ce marché? Je pense qu'il y a une vraie volonté de l'Europe de maintenir une place de prédilection dans le spatial. Il y a beaucoup d'investissements, il y a beaucoup d'initiatives. Je dirais qu'heureusement, la réglementation, elle est comme toujours en Europe un tout petit peu plus exigeante que sur d'autres géographies, mais sur le spatial, ça va entre guillemets encore. On veut faire de l'Europe une place compétitive. Donc ça, c'est assez intéressant pour nous parce que justement, on voit émerger typiquement le Luxembourg qui est devenu très friendly sur le spatial, des pays qui investissent beaucoup, comme la France, comme l'Allemagne. Alors, c'est vrai que je parlerai de deux temporalités. Aujourd'hui, on commence à voir une éclosion des startups dans le spatial européen. Donc, à mon avis, dans quelques années, on va avoir plus de cotations en bourse en Europe. Ça, c'est ultra intéressant pour nous parce que nous, on adore voir justement ce renouveau de notre vivier d'investissement, surtout avec le côté sympathique qu'une fois qu'elles arrivent en bourse, elles ont déjà fait un peu leurs preuves. C'est un peu le biais du survivant, mais qui joue en notre faveur. D'autre part, ce qui est intéressant, c'est qu'on le disait tout à l'heure, la défense européenne, elle s'est réveillée en 2022 avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et donc, au sein de la défense, qu'est-ce qui capte le plus de budget, ou en tout cas qui voit sa croissance aller le plus vite, c'est le spatial. Parce que le spatial, dans la défense, est très utile sur l'observation, le monitoring, la télécommunication, le système de défense anti-missiles, anti-drones, et ainsi de suite. Et donc, on voit que ça stimule le secteur et donc ça a permis de belles performances aussi. Donc, non, clairement, le Space Act européen et toute la volonté qu'il y a derrière le secteur est crédible. Et pour nous, c'est même nécessaire parce qu'aujourd'hui, on est dans un marché du spatial à 8 nations, États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Europe, Russie, Inde, Chine, Japon. Donc, il faut être présent parce qu'il y a plusieurs pays avec des moyens, des technologies et du savoir-faire qui sont dans cette course.
Il y avait une autre, petite question. Alors là, ça devient peut-être spécifique. Donc si c'est trop, si c'est trop niche pour le coup, hésite pas à nous calmer. Sur le marché des micro-lanceurs, donc tu vois, moi, par exemple, je ne connais pas, ce marché des micro-lanceurs, où apparemment on aurait, désigné un seul, champion, alors que les Allemands, en auraient plusieurs. Qu'est-ce que c'est en fait les micro-lanceurs? Cela fait référence à la taille de la fusée et D'acc sa capacité d'amener de la matière dans l'espace. Donc, dans les micro-lanceurs, généralement, on est en dessous de 1 tonne, généralement. Alors, ce n'est pas des standards, il y a plein d'approches différentes. C'est vrai qu'en Europe, on a plusieurs sociétés qui se sont lancées là-dessus, comme ISAR Aerospace, MySpace, qui est justement évoqué dans la question, comme étant choisi un peu comme acteur des prédilections, Orbital Express, en réalité, il y en a plusieurs. Ça, c'est important parce que l'Europe, justement, a pris un peu du retard sur les lanceurs. Donc, le grand lanceur qu'on a tous en tête, c'est Arianespace. Mais Arianespace, c'est un peu la grosse Bertha. C'est vraiment le grand lanceur qui peut aller très loin, qui est très sûr, très efficace, qui est très cher parce qu'il n'est pas encore réutilisable. L'Ariane 6 n'est pas encore réutilisable. Et donc, l'Union européenne veut avoir des lanceurs des nouvelles générations, MySpace. ISAR Aerospace continue dans la course, donc ils continuent à développer leur technologie. Je pense aussi à Avio et la fusée Vega. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font sur les lanceurs. Donc, il n'y a pas que MySpace qui était un peu plus poussé par l'ESA, l'Agence spatiale européenne. L'avantage, c'est que aussi, c'est les budgets privés qui participent à financer ces sociétés. Donc, ISAR, Orbital Express, Vega pour la fusée Vega qui est un tout petit peu plus grande que les autres. Voilà, il y a plein de sociétés. C'est ça qui est intéressant. OK, bah, écoute, c'est très intéressant, merci pour ton retour. En effet, la question peut-être que tout le monde se pose, est-ce qu'on va investir sur SpaceX? Alors, on va essayer. Ça sera ce qu'on appelle un papier très demandé, donc on ne sera pas le seul à le demander, sinon on ne pourra pas faire la plus grande IPO de l'histoire de l'humanité. Donc on va essayer, bien sûr. Dès que ça sera coté en bourse, on va pouvoir investir. Mais on a trouvé un tout petit peu les stratégies. Alors, je vais être très rapide là-dessus, mais sachez qu'il y a une société spatiale cotée en bourse qui a, il y a quelques mois, échangé des licences des spectres, c'est comme le spectre des télécommunications, et qu'il a vendu à SpaceX. Et SpaceX, en paiement, leur a donné de l'argent, du cash, qui a payé les dettes de la société, et aussi des actions SpaceX, à une valorisation qu'on estime à 700 milliards de dollars. Donc aujourd'hui, cette société qui s'appelle Equestar, elle est cotée en bourse, c'est parmi notre top 5 en portefeuille. Aujourd'hui, si vous valorisez la, EcoStar au coût de portage à 700 milliards de valorisation de SpaceX, les actions qu'ils ont dans leur bilan, bah, vous couvrez 70% de la société. Ce qui veut dire que si demain SpaceX se cote à 1,5 donc x2 à 2,1 donc x3, EcoStar devrait suivre un peu. Donc voilà une idée qu'on a eue pour s'exposer en amont de l'IPO à SpaceX et que pour ceux qui sont déjà investis dans les stratégies spatiales chez Mon Petit Placement ont également dans leur portefeuille EcoStar qui fait partie de nos convictions. Super. Eh ben, écoute, trop bien. On a hâte, de suivre, cette IPO. Eh ben, écoutez, ce que je vous propose, il est 19h28, promesse tenue, 1 heure sur cette thématique, spatiale. Merci beaucoup, Rolando, d'avoir pris ce temps, avec nous pour nos clients. On te souhaite plein de réussites, sur le fond cette année, plein de belles actus et un marché super dynamique. Et puis, peut-être à une prochaine sur un autre événement. Super, merci à tous. Très bonne soirée. Bonne soirée. Au Au revoir. revoir. Au revoir à tous.